On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Belinda est une enfant qui a l'habitude de parler toute seule. Pour ses parents, tout est normal. C'est fréquent à cet âge de s'imaginer des amis. Mais alors que Belinda grandit et devient une femme, elle a l'impression de ne jamais vraiment être seule. Et d'effrayants phénomènes vont commencer à lui faire très peur. Cette histoire s'intitule « Mon ami imaginaire ». Depuis toujours, j'ai toujours eu cette sensation de jamais être toute seule, de toujours avoir quelqu'un avec moi, toujours avoir cette sensation d'être regardée, d'être épiée, de tout le temps, même encore aujourd'hui, c'est tout le temps. J'ai jamais connu vraiment la sensation de ce que c'est que d'être tout seul. Quand j'étais petite, on vivait dans une grande maison avec mes grands-parents maternels. Donc il y avait mes grands-parents, mon père, ma mère et moi. Et pendant cette période de temps où on vivait avec mes grands-parents, ma grand-mère paternelle est décédée. Et il faut savoir que moi, du coup, j'ai toujours connu ma grand-mère paternelle très malade. Donc en fait, elle était toujours dans son lit d'hôpital, alitée au rez-de-chaussée. Elle n'avait plus du tout accès à l'étage, elle n'arrivait plus à y aller. Et du coup, nous, par des coulées, on n'allait plus à l'étage. Donc en fait, je serais même incapable de vous décrire la maison au niveau de l'étage, comment elle était, quelle pièce il y avait, parce que si j'y suis allée, honnêtement, j'en ai absolument aucun souvenir. Peu de temps après son décès, j'ai eu sa visite en pleine nuit. J'ai été réveillée par ma grand-mère. J'ai senti un grand froid dans ma chambre et c'est ça qui m'a réveillée. Du coup, elle était là, elle me tenait la main et elle m'a parlé. Et donc du coup, elle m'a raconté que la famille était en train de se disputer pour ce qui lui appartenait. Donc la famille était en train de se déchirer, il y avait des vols, il y avait beaucoup de choses. La famille n'arrivait pas à s'entendre. Et en fait, ma grand-mère m'expliquait que dans sa chambre, ancienne chambre, du coup, à l'étage, elle avait caché une boîte remplie de bijoux d'une certaine valeur, enfin en tout cas qui avait de la valeur pour elle, et elle les avait planqués sous le parquet. Parce qu'elle m'expliquait qu'en fait elle sentait bien qu'elle était très malade et qu'elle ne pouvait plus aller accéder à son étage et du coup elle voulait les cacher au cas où des personnes, il y avait beaucoup de passages chez elle du coup, que ce soit avec les auxiliaires de vie, les IDE, les gens de la famille, donc du coup elle voulait éviter de se faire voler et elle avait planqué ses bijoux donc du coup sous le parquet dans sa chambre, donc elle m'a bien expliqué où est-ce que c'était. Et du coup, moi, ma mission, c'était d'aller voir mon papa et de lui expliquer où est-ce qu'étaient ses bijoux pour que lui, il puisse les récupérer et pas le reste de la famille. Faut savoir que quand elle allait bien, c'était une petite femme, je l'ai vue sur les photos, du coup, c'était une petite femme pas bien grande, un peu potelée, dirons-nous. Pas forcément très très grosse, mais elle était bien en chair, quoi. Et dans les derniers temps, ma grand-mère, elle était très mince, elle avait beaucoup perdu parce que du coup elle avait eu le cancer généralisé pour la 2e fois et donc du coup ça l'avait beaucoup aminci, elle était très malade, mais moi quand elle m'est apparue elle était bien, elle était comme avant. J'avais vraiment l'impression qu'elle était là, quand elle me touchait la main, j'avais vraiment la sensation qu'elle me touchait la main, qu'elle était vraiment là quoi, et elle était normale, enfin
comme quelqu'un que je peux voir dans la rue. Enfin, je veux dire, pour moi, il n'y avait pas de différence pour moi. Puis je me suis pas posé de questions. En fait, pour moi, je me suis dit, elle est là, elle a quelque chose à me dire, et si elle est là, c'est que c'est important, et que si je le fais pas, je suis une très vilaine petite fille de pas aller le dire à mon papa. Et donc du coup, je me suis pas posé de questions. Enfin, pour moi, c'était tellement naturel. Je sais même pas comment l'expliquer. C'est vrai que je me suis pas, j'ai pas pris peur parce que j'étais apaisée avec elle, j'étais bien, et elle me parlait d'une voix très douce, très calme. Elle était, il n'y avait pas de stress, pas d'inquiétude. Et après ça, en fait, elle m'a juste dit, quand elle m'a délivré son message, elle m'a juste dit tu peux t'allonger, tu peux t'endormir, t'iras voir papa demain. Et du coup, je me suis rallongée, je me suis endormie, et fin de la rencontre, quoi. C'était très simple, très naturel, comme si une grand-mère était vraiment venue border son petit enfant normalement, quoi. Et puis donc je suis allée voir mon papa, je lui ai expliqué tout ça. Bien sûr, je suis passée pour une folle. Et il m'a dit mais c'est pas possible. J'ai dit écoute, au moins, même si tu me crois pas, prends au moins le temps d'aller voir, quoi, d'aller vérifier cette histoire. Parce que justement mon père me disait que c'était pas possible que je sois au courant de ça, sachant que je ne montais pas à l'étage, personne ne montait à l'étage. Mon papa a fini par y aller. Et donc il a effectivement trouvé les bijoux sous le parquet, exactement à l'endroit que ma grand-mère m'avait expliqué, et que j'ai retransmis à mon papa. Il est rentré à la maison semi-inquiet, semi-énervé, ne comprenant vraiment pas en fait comment j'ai fait pour avoir cette information importante. Et du coup, il m'a dit mais c'est obligé, elle t'en a parlé avant de décéder. Il faut savoir que ma grand-mère, dans les derniers mois avant qu'elle parte, je n'allais plus la voir. Mes parents ont essayé de me préserver du décès de ma grand-mère, que j'essaie de garder des bons souvenirs d'elle. Et donc du coup, je n'ai pas pu la voir à la fin, même si elle savait qu'elle allait s'en aller. Elle n'a pas pu me transmettre cette information parce que elle ne me voyait pas. Et en plus, je sais en parlant avec mes parents qu'elle était presque plus là déjà. Elle parlait plus, elle ne se nourrissait plus toute seule. Elle était pas limite un légume, mais pas loin, quoi. Et je lui ai dit écoute, je te promets que non. Elle me l'a dit hier soir. Et donc du coup, on n'en a pas discuté plus. Je pense que mon père ne m'a jamais cru. Je pense qu'il reste persuadé que ma grand-mère a dû me le dire de son vivant. Donc même ma mère a trouvé ça un peu bizarre dans le sens où, oui, elle lui a dit à mon père, oui, mais si ta mère lui aurait dit il y a des mois, ça fait des mois que Belinda elle en aurait parlé, je comprends pas. Donc voilà, il n'y a que ma grand-mère maternelle qui m'a un peu cru, puisqu'elle croit un petit peu à toutes ces histoires. Donc du coup, après, on a déménagé dans l'autre maison qu'avec mon père et ma mère. Et donc, on avait les chambres qui étaient l'une en face de l'autre, donc la chambre de mes parents, la mienne. Et au-dessus des deux chambres, il y avait deux énormes greniers qui étaient joints les uns aux autres. Et quand j'étais dans ma chambre le soir, j'entendais souvent des pas dans le grenier, des pas lourds, des petits grattements, comme si quelque chose frottait contre le parquet. Et puis, au bout d'un moment, j'ai pris mon courage à deux mains et puis j'étais chercher une lampe torche d'en bas et je suis montée parce qu'il faut savoir que du coup, le grenier était fermé par une porte que mes parents fermaient à clé parce qu'ils avaient peur que je me blesse pour monter. Puis de toute façon, d'après eux, je n'avais rien à faire dans le grenier. Donc du coup, ce soir-là, j'ai subtilisé la clé à mes parents. Je suis montée dans ce grenier. Et puis donc du coup, je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui faisait tout ce bruit. J'ai allumé la lampe torche et j'ai balayé la pièce de gauche à droite tout doucement pour essayer de voir s'il n'y avait pas un animal. Dans le fond du grenier, il y avait une petite fenêtre carrée avec deux pauvres carreaux. Et quand je suis passée la première fois, j'ai
cru voir quelqu'un, une ombre, voilà, une forme, on va dire humaine, donc une tête avec le haut des épaules. Avec le réflexe, j'ai continué mon trajet avec la lampe. Et puis, mon cerveau m'a vraiment dit non, mais il y avait quelque chose. Et je suis repassée, il n'y avait rien. Et quand je suis repassée une deuxième fois, il était là. Voilà, je le voyais très clairement. Je suis restée peut-être une trentaine de secondes, bête, avec la lampe torche fixée sur la lampe, sur la fenêtre, à le regarder. C'était quelque chose de très noir. Ça faisait vraiment le haut de la tête et ça faisait vraiment le haut des épaules. Donc ça faisait vraiment comme un dessin qu'on aurait pu faire, juste une ombre remplie. Parce que la pièce, de toute façon, à part ma lampe, tout était très noir. Voilà. Et donc du coup, à ce moment-là, j'ai pris mes jambes à mon cou et je suis partie à 4e vitesse de ce grenier. Je suis redescendue, je suis allée me cacher dans mon lit, terrifiée de cette rencontre à ce moment-là. Et puis les bruits se sont intensifiés, mais j'essayais de ne plus trop y prêter attention en me disant que c'était mon imaginaire d'enfant qui me jouait des tours, que ça devait être un animal, voilà. Ma maman avait reçu comme cadeau de la part d'une amie de la famille un clown très très malaisant. Un petit clown en tissu avec la tête un peu en porcelaine. Il était sur sa petite balançoire. Il était terrifiant. Il avait vraiment une tête à faire peur. Et du coup, j'ai dit plusieurs fois à ma mère que je n'en voulais pas, qu'il me faisait peur dans ma chambre. De la manière dont il était installé, il était accroché sur le plafond, donc suspendu, voilà, avec sa petite balançoire. Et la manière dont il était mis, en fait, il me fixait pendant que j'étais dans le lit. Et du coup, j'ai dit à ma maman que je voulais vraiment m'en débarrasser. Elle m'a dit que c'était très très mal poli de faire disparaître le cadeau de quelqu'un, même s'il me faisait un peu peur. C'était qu'un jouet, rien d'inquiétant. Et puis, ce clown a disparu. Je vous avoue que je n'y suis pour rien dans cette disparition. Je n'ai pas fait disparaître le clown, j'étais trop petite, j'avais 6-7 ans. Et accroché au plafond, j'étais dans l'incapacité physique de pouvoir le décrocher et le retirer. Je me suis dit, ma maman ou mon papa me l'ont retiré parce que j'en avais vraiment peur, mais non, pour eux, c'était moi, parce que y avait pas d'autre explication. C'est pour ça qu'après, je me suis dit, est-ce qu'ils me font une farce ou est-ce que... je sais pas. Au bout d'un moment, avec le temps, après, je me suis dit que pendant la nuit... je devais peut-être être somnambule ou je devais faire des trucs bizarres parce que il y a plein de choses, j'ai parlé du clown avec mes parents, mais il y a plein de choses qui sont arrivées dont je ne leur ai pas parlé parce que je me suis dit que soit c'est moi qui faisais des trucs en dormant, soit du coup je m'en souvenais plus tout simplement. Je me suis dit quand même que ça devait être quelque chose d'autre, étant donné que j'avais déjà eu une expérience paranormale avec ma grand-mère. À un moment donné, je me suis quand même dit que c'était peut-être cette chose que j'avais vue dans le grenier qui pouvait faire disparaître ou réapparaître des choses. Et donc je me suis dit que c'était pas impossible que ça soit ça, mais je pense que pour mon bien mental, petite, j'essayais de pas trop me fixer dessus. Je viens d'une famille très cartésienne, donc de me dire non, c'est toi, tu l'as bougé, ou c'est tes parents, ou tu t'as oublié, ou voilà. Mais forcément, il y avait toujours ça dans ma tête, et surtout, depuis toujours, j'ai toujours eu cette sensation de jamais être toute seule, de toujours avoir quelqu'un avec moi, toujours avoir cette sensation d'être regardée, d'être épiée, de tout le temps, même encore aujourd'hui, c'est tout le temps. J'ai jamais connu vraiment la sensation de ce que c'est que d'être tout seul. Et donc du coup, le temps est passé, mes parents se sont séparés et on est reparti vivre chez mes grands-parents maternels.
Et de là, donc toujours un peu la même rengaine, en fait, des objets qui disparaissent, qui réapparaissent, cette sensation que quelqu'un était avec moi. Et puis là où ça a pris une autre ampleur, donc du coup, c'est quand ma maman a changé de région. Donc elle a rencontré quelqu'un, donc on a été vivre avec ce quelqu'un. C'est là où j'ai principalement vécu après, donc le reste, enfin le début de mon adolescence jusqu'à l'âge adulte. Et de là, il y a eu des phénomènes un peu plus importants, un peu plus notables, dont un en particulier où je faisais beaucoup de dessins. Et je voulais rentrer dans une école d'art. Et du coup, pour ça, il y avait un concours. Et donc j'avais fait un énorme dessin sur un format poster qui m'avait pris des mois à être fait dans les moindres détails. Et je devais aller du coup à cette école, prendre le train, aller présenter mon dessin. Et j'étais toute seule chez moi. Mes parents étaient partis rendre visite à mes grands-parents maternels et je devais prendre le train toute seule et voilà aller dans cette école. Et j'avais mis mon dessin dans une énorme pochette, donc je pense que ça doit parler à plusieurs personnes, une grande pochette noire et verte, exprès pour les grands formats. Donc le soir, avant d'aller me coucher, je regarde le dessin, je me dis allez c'est bon, il est parfait, tout va bien, allez, demain c'est le grand jour. Et je sais pas pourquoi, le lendemain matin, j'ai vraiment eu cette sensation que je devais regarder encore une dernière fois le dessin. Et quand j'ai ouvert, mon dessin était déchiré en un million de morceaux. Mais disposé, le dessin était parfait. Enfin, je veux dire, chaque morceau était là où il devait être. Il constituait le dessin, mais par contre, c'était un véritable puzzle. Donc du coup, mission annulée, je n'ai pas pu aller présenter mon dessin, donc j'ai pleuré. Franchement, j'ai fixé le dessin en pleurant en silence pendant de longues minutes parce que là, je me rendais compte que c'est des mois de travail disparus dans le néant et j'ai pas compris. Et du coup, de là, je me suis mise en colère. Et j'ai commencé à crier dans ma chambre, justement à cette sensation, à cette personne ou cette chose qui est tout le temps avec moi, et je lui ai dit je sais que c'est toi, je sais que c'est toi, ça peut pas être moi, c'est pas possible. Pourquoi même si je serais somnambule, pourquoi même dans mon sommeil j'aurais été détruire quelque chose qui me tenait autant à cœur, je comprenais pas. Et du coup j'ai tout envoyé en l'air, sachant que pendant les 6 mois qui ont duré pour que je fasse le dessin, je demandais à ma mère de m'acheter des crayons un peu spéciaux pour les dessins avec des mines différentes qui coûtent extrêmement cher. Et à chaque fois que j'ouvrais la pochette, que j'en prenais un, quand le crayon était cuit, que je voulais en reprendre un autre, la pochette était là mais les crayons avaient disparu. Et c'est arrivé 5-6 fois. Et sans pouvoir expliquer, c'est pareil, pourquoi ma mère était persuadée que je l'ai jeté, mais pourquoi, pareil, c'est saboter mon travail, pourquoi j'aurais fait ça. Vraiment, ce moment-là, ça a été vraiment une fracture où je me suis dit c'est pas possible, je suis pas toute seule. C'est pas possible, il y a quelque chose qui me veut du mal, pourquoi me faire ça, alors que vraiment c'était un projet de vie hyper important. Ouais, je me suis dit je suis pas folle, enfin c'est pas possible quoi. Il y a des choses encore comme la fenêtre elle est ouverte, je pars, je reviens, elle est fermée, ou inversement encore ça je peux me dire c'est peut-être moi, je me suis persuadée que j'avais ouvert la fenêtre et qu'en fait non, elle était ouverte. Enfin voilà, il y a des choses que encore qu'on peut essayer d'être rationnel, mais là on pouvait pas être rationnel face à ça, c'est pas possible. Et puis même si encore une fois, si j'aurais eu une crise de somnambulisme, comment j'aurais fait pour remettre comme il faut chaque petit carré là où il devait être. Enfin, c'était quand même une très grande feuille, quoi. Donc, pour moi, ça semblait surnaturel, quoi. C'était pas possible autrement. Quelques semaines plus tard, ma mère, elle voulait qu'on range une pièce. Donc c'est une pièce en fait où elle stocke énormément d'affaires. Où en fait il y a tellement d'affaires stockées qu'on peut pas se déplacer dans cette pièce. C'est impossible. Enfin il y a trop eu de choses mises un peu comme ça. Et on arrivait juste à ouvrir la porte et à accéder à la fenêtre qui était tout de suite à droite. Et donc du coup on a passé notre journée à tout vider, à tout trier cette pièce. Et donc en fin de journée, on a retrouvé tout au fond de la pièce, du coup tous les crayons qui avaient disparu en forme de pyramide, qui étaient installés sous le piano, au pied du piano, quoi, en dessous, là où il y avait un petit espace creux.
Donc ma mère qui s'est mise dans une colère noire, je lui ai expliqué que comment j'aurais fait puisque en fait c'était impossible de traverser la pièce. Comment j'aurais fait parce qu'il y en avait du sol jusqu'au plafond, des affaires, donc je me suis dit je n'ai pas pu passer là. Et du coup il y a eu ça qui m'a encore plus dit que il fallait que je fasse quelque chose parce que je pourrais pas avancer dans ma vie sans savoir qu'est-ce qui est avec moi depuis le jour où du coup j'ai vu cette chose dans le grenier et je me suis dit que vraiment ce jour-là la chose qui était avec moi c'était ce que j'avais découvert dans le grenier et qui me suit depuis que je suis toute petite. Et donc de là j'ai décidé d'en parler à quelqu'un. J'en avais encore jamais parlé autour de moi parce que j'avais peur de passer pour quelqu'un de fou ou d'étrange. Déjà que j'étais un peu bizarre et je voulais pas en rajouter une couche, donc j'en ai parlé à une copine et elle m'a dit écoute, moi je te crois et je vais en parler à quelqu'un que je connais qui touche un peu à tout ça, qui fait les planches de Ouija, qui appelle les esprits, tout ça. Donc arrive le jour où cette fameuse femme est arrivée chez moi. Très haute en couleur, avec une sensation très très lourde. Un peu comme quand vous prenez l'ascenseur et que votre cœur s'écrase, que ça se soulève. Enfin voilà, elle avait une aura très très particulière cette femme. Et elle a fait le tour de l'appartement. Donc je l'attendais dans ma chambre. J'étais sur mon téléphone, je me prenais pas trop la tête et je me suis dit que si vraiment tout ça c'était vrai, elle arriverait à m'aider et elle trouverait qu'est-ce qui se passe. Donc elle va dans la pièce là où il y avait les crayons, tout ça, elle fait toutes les pièces. Et puis elle arrive vers moi et elle me dit tu sais, c'est pas quelque chose qui est chez toi, c'est quelque chose qui est sur toi. Il te suit, il est ni mauvais, ni bon, on a la sensation qu'il veut te protéger, mais pas que. Et donc du coup, de là, je lui dis oui, mais du coup, je dois faire quoi ? Qu'est-ce que je dois faire ? Moi, il m'a détruit une partie de mon avenir, du coup, je veux pas le garder avec moi, quoi. Elle m'a dit, y a pas de problème, si tu veux, tu passeras chez moi, je te ferai un rituel, je te nettoierai, je t'en débarrasserai. J'ai dit, pas de souci. Et puis pour être honnête, à cette époque-là, j'ai un peu pris ça à la légère, dirons-nous. Je me suis dit quand même, après en fait j'ai essayé de me raisonner, de me dire non, mais quand même, tout ça, on n'a pas de preuves, ça n'existe pas, on essaye vraiment des bons cartésiens, quoi, qu'on croit pas à tout ça. Et puis j'ai essayé de prendre ça à la rigolade. Ce que je n'aurais jamais dû faire. Puisque, à cet ami imaginaire qui était avec moi tout le temps, j'ai commencé à lui parler, tous les jours. Quand je rentrais du lycée, je lui parlais, je lui ai même donné un nom. Je l'ai appelé Bob. Et du coup, tous les soirs, je disais « Hey, salut Bob, ça va, ça a été ta journée, pas trop long sans moi, tu t'es pas ennuyé ? Moi j'ai fait ça. » Je racontais ma journée un peu comme si c'était mon journal intime. Mon meilleur ami qui pouvait m'écouter, me plaindre, me moquer des autres, parler de mes cours, de mes peines de cœur, de tout. Et puis, il s'est écoulé quelques mois comme ça, rien de notable, on va dire. Les habitudes, des objets qui disparaissent, qui réapparaissent, la fenêtre qui s'ouvre, qui se ferme, la porte, Et un jour, j'ai passé une très, très, très mauvaise journée au lycée. Au point où du coup je suis rentrée chez moi en colère, triste, j'ai balancé mon sac, je me suis mis à hurler, j'ai tout jeté, j'ai tout balancé et en parlant à Bob et je lui ai dit mais si t'es vraiment là, montre-toi, fais quelque chose, montre-moi que tu m'écoutes et que je suis pas toute seule. Et j'étais assise dans mon lit vers les oreillers et là la couette au niveau des pieds s'est clairement affaissée. Donc on voyait vraiment que comme si quelqu'un s'était assis, qui était là. Et il a voulu me montrer que oui, il m'écoutait, oui, il était là, et que non, je n'étais pas toute seule. J'ai pas eu peur, mais j'essayais d'être rationnelle face à tout ça, et j'ai essayé de tirer la couette pour voir s'il y avait du poids ou pas. Et effectivement, il y avait du poids sur la couette, puisqu'elle ne venait pas.
Donc on voyait bien que, comment décrire ça, quoi, que ça faisait les traits quand tu tires, voilà, qu'elle ne venait pas à moi. Et donc du coup, je lui ai hurlé stop de s'en aller. Et là, voilà, il est parti. J'ai bien vu que la couette s'est rebombée et qu'il était parti. Donc j'ai eu la preuve, vraiment de mes propres yeux, que effectivement, j'étais pas toute seule. Il était là et j'ai beaucoup réfléchi. J'ai pas bien dormi de la nuit. Et puis je me suis dit que j'allais recontacter cette jeune femme. Je suis allée chez elle. Son appartement était à son image, très lourd. On sentait vraiment qu'il y avait quelque chose voilà, il y avait une histoire, quoi, que c'était pesant chez elle. Elle m'a installée dans le salon avec des petits gâteaux, tout ça. Et elle m'a expliqué, elle m'a dit, écoute, je vais à l'étage. Je vais chercher tout mon matériel pour te nettoyer, pour qu'on fasse la séance. Elle m'a dit, sers-toi à boire, mange ce que tu veux, tu fais tout ce que tu veux, mais tu vas pas dans la salle de bain. Sauf que je pense comme un bon nombre de personnes, je fais partie des gens à qui il ne faut pas dire ça. Parce que bien évidemment, je suis allée dans la salle de bain puisque j'étais trop curieuse de savoir qu'est-ce qu'elle pouvait cacher dans sa salle de bain. Et là, j'ai découvert une salle de bain très très sombre, très chargée, et avec un énorme pentagramme dessiné sur le carrelage de la salle de bain. Et je me suis sentie très très mal, un mal de ventre atroce, une envie de vomir horrible. Et je suis sortie de cette salle de bain blanche comme un linge. Je suis vite allée me rasseoir dans le salon, l'air de rien. Et quand elle est redescendue, elle m'a dit « Toi, t'as été dans la salle de bain ». Et du coup, je lui ai dit oui et je suis partie en courant de chez elle. Donc je n'ai jamais fait le nettoyage. Je suis restée avec Bob finalement. Vraiment, je me suis dit, si vraiment ça devenait trop inquiétant, dangereux dans ma vie avec Bob, au pire des cas, j'allais la rappeler ou essayer de trouver une autre solution. Mais c'était vivable, en fait, ce que je vivais avec Bob. C'est juste que j'avais eu, ce soir-là, j'avais eu la preuve qu'effectivement, j'étais pas folle et qu'il y avait quelqu'un avec moi. Mais je me sentais pas en danger, en fait. Donc, je me suis dit, au pire des cas, c'est pas grave, parce que ce qu'il y avait chez elle, je sais pas ce que c'était, mais ça m'inquiétait beaucoup plus que ce que j'avais chez moi. Il y a eu une autre scène un peu inquiétante où, à l'époque, j'étais avec un garçon qui avait, dirons-nous, la main légère. Un soir, donc du coup, j'étais chez lui et puis on s'est disputé et sans rentrer dans les détails, il a eu des gestes malheureux envers moi. Chez lui, là où il dormait, c'était un peu une indépendance par rapport à la maison avec ses parents. Et en fait, il y avait possibilité de dormir chambres séparées. Donc évidemment, je ne pouvais pas rentrer chez moi, donc j'ai décidé de dormir dans l'autre pièce. Et le lendemain matin, quand il s'est réveillé, il avait 3 énormes griffures dans le dos. On voyait bien que ça avait saigné, mais que ça formait des croûtes, quoi, mais ça partait de la nuque jusqu'au niveau des fesses. Et donc il s'est réveillé en étant furieux contre moi de ce que je lui avais fait, mais je lui ai expliqué que c'était pas moi parce que déjà je me rongeais les ongles et incapable de lui faire du mal comme ça, et auquel cas même si j'aurais eu l'artillerie pour le faire, ça l'aurait forcément réveillé. C'était vraiment très très épais. On aurait dit un ours quoi qui lui aurait fait ça. C'était énorme. Et donc il a pris peur parce que lui il a été témoin de petits phénomènes paranormaux, quoi, des choses dont je vous explique depuis le départ. Et donc lui il a vu tout ça, il a été témoin de tout ça, et donc lui a fait le lien tout de suite. Et il m'a dit, c'est un peu le moment où du coup on a rompu, c'est pas plus mal, mais je veux dire, vraiment il m'a dit tu me fais peur, du coup avec ce que t'as avec toi, ça me fait peur et je veux plus jamais te revoir. Et avec le temps, je me suis habituée à la présence de Bob, et puis pendant longtemps, j'ai continué à lui parler, un peu ça, comme si sa présence m'apaisait finalement. Les moments où
dans sa vie, on peut vivre des coups durs et justement on peut se sentir seul. Et ben moi, quelque part, au contraire de quand j'étais petite, j'avais cette chance de ne jamais être toute seule et d'avoir toujours cette sensation d'être écoutée. Je ne sais pas si j'étais comprise, mais en tout cas j'étais écoutée et ça avait un côté apaisant. Et puis le temps a passé, j'ai eu un premier enfant qui va très bien, qui a grandi, et puis mon grand-père est parti. Et mon premier garçon, du coup, a eu la visite de mon grand-père. Comme moi, à l'époque, j'avais pu avoir la visite de ma grand-mère. Il faut savoir qu'on habite très loin les uns des autres et que mon petit garçon a vu qu'une seule fois dans sa vie mon grand-père, il avait 9 mois. Donc autant dire qu'on n'a pas de souvenir de cette époque-là. Et mon grand-père avait un trait physique particulier. Pour les personnes qui peuvent savoir, en fait, il a eu un cancer de la gorge et en fait, il avait un trou au niveau de la gorge avec une espèce de capsule en fait qui est métallique, qui est mise à la gorge. Et donc, mon petit garçon m'a décrit mon grand-père avec cette particularité, avec tous les détails de la manière dont il s'habillait, puisque du coup, à cause de cet handicap, il ne pouvait pas mettre, par exemple, des pulls normaux. En fait, il était obligé d'acheter des pulls en fait avec des zippettes qui arrivaient à peu près au niveau de la poitrine, en fait, pour pouvoir ouvrir comme il faut la gorge. Il ne fallait surtout pas couvrir devant, sinon il s'étouffait, parce qu'il ne respirait plus par le nez, mais par la gorge. Donc voilà, moi, forte de toutes mes expériences, je l'ai cru. Et la même nuit, moi j'ai aussi rêvé de mon grand-père cette nuit-là. Donc je l'ai forcément cru. Je me suis dit que il est passé par moi d'une manière, par mon garçon d'une autre manière. Et bon, j'ai un garçon qui est un peu polisson, donc il m'expliquait que mon grand-père lui disait d'être sage et d'arrêter ses bêtises. Puis le temps s'est encore écoulé, j'ai eu un deuxième garçon, mes enfants ont 6 ans d'écart. Un jour, j'étais en train de nettoyer, faire le ménage chez moi, et j'avais mon deuxième petit garçon qui était assis dans le couloir, il ne marchait pas encore, et il peinait à peine à communiquer avec les adultes. Et à un moment donné, j'entends du coup le plus petit éclater de rire et je le vois faire coucou comme un bébé le ferait en regardant le mur, le plafond. Et il éclatait de rire et puis ça a attiré mon grand qui est venu et il a regardé le petit et il s'est retourné vers là où le petit regardait et il s'est mis à rire et il a dit à mon deuxième « Ah, toi aussi maintenant tu le vois ? Ça va être ton copain, ne t'inquiète pas, il est gentil. » Je me suis retournée, j'étais un peu spectatrice de la scène, entre les deux, qui regardaient ce plafond, qui éclataient de rire, je comprenais vraiment pas ce qui se passait. Et je lui dis « Mais de quoi tu parles ?» Et il m'a dit « Ah mais oui, c'est vrai, toi maintenant, t'es vieille et tu le vois plus. » Et j'ai dit « Je vois plus qui ?» Et il m'a dit « Ton ami, Bob. » Et en fait, là, j'ai compris que mes 2 garçons étaient entrés en communication, du coup, avec mon ami Bob, du coup, qui est avec moi depuis que je suis toute petite et qui est avec eux aujourd'hui, du coup. Je n'ai jamais parlé de Bob à mes enfants parce que c'est un peu dans l'esprit de les conserver, même si j'en doute pas qu'un enfant peut être très intelligent, peut être très ouvert d'esprit sur plein de sujets, mais je me voyais pas raconter à mon petit garçon de 4, 5, 6 ans de dire « Hey, maman, elle a quelque chose qui la suit, elle l'appelait Bob. » Enfin, je me suis jamais fermée à l'idée de me dire que si jamais en fait il m'en parlait, pourquoi pas en parler. Mais voilà, ça m'est pas venu à l'idée de parler de ça avec un enfant. Déjà, en parler avec un adulte, c'est... Voilà, faut déjà avoir le courage d'en parler avec des adultes et d'en parler avec un enfant, c'était non, quoi. Et là, voilà, et après, à la fin, du coup, il rigolait et puis il m'a dit, voilà, maman, t'as le bonjour de Bob. Comment mon enfant aurait pu imaginer tout ça ? Honnêtement, je pense qu'il doit avoir un vrai autre nom, peut-être pas, je ne sais pas. C'est vrai que moi, c'est le nom que je lui ai donné quand j'étais adolescente, mais je pense qu'il a dû dire à mes enfants, enfin à mon grand,
je m'appelle Bob, mais pour que moi je comprenne exactement en fait à qui mon enfant parlait, avec qui il rigolait, que je fasse le lien, quoi. Ça me fait pas peur, parce que je pense qu'avec le temps, on a appris à se dompter tous les deux, on a appris à se connaître, et vraiment depuis que je me dis que, voilà, comme j'expliquais que y a des moments où j'étais contente qu'il soit là, de pas être toute seule, en fait, voilà, ça me rassure et je me dis, peut-être que mes enfants, eux aussi, ils seront jamais tout seuls. Et ça a un côté rassurant, même si c'est pas quelqu'un qui est physiquement là ou quelqu'un qui peut nous répondre. En fait, je pense que si on y prête un peu attention, il y a des signes. Vraiment, je me dis peut-être que, je sais pas, par exemple pour du coup le dessin qui a été déchiré, en partant du principe que c'est bien lui, parce que je vois pas d'autres explications en fait. Je me dis, est-ce que j'avais un autre avenir ? Est-ce que lui était au courant de ça ? Est-ce qu'il n'a pas fait ça pour me protéger ? Peut-être est-ce que c'était vraiment une très mauvaise idée en fait que j'aille dans cette école ? Je ne sais pas, je pense qu'il avait ses raisons. Il y a plein de signes en fait chez moi, dans ma vie, si j'y prête un peu attention, en fait, où je me dis, voilà, il est là. Et j'ai plus l'impression qu'il, voilà, comme disait cette jeune fille quand elle est venue, elle m'a dit qu'elle avait la sensation qu'il voulait me protéger, et du coup c'est ça qui est resté dans ma tête tout ce temps. Et je me dis, s'il est rentré en communication avec mes enfants, je pense pas que ça soit dans un esprit d'être méchant. Mes enfants maintenant ils ont 8 ans et 2 ans. S'il aurait voulu leur faire du mal, je pense vraiment qu'il l'aurait fait depuis un moment. Et mes enfants, ils ont eu aucune trace de griffes, ils ont des bleus comme tous les enfants, mais je veux dire, c'est pas des bleus suspects, c'est pas, voilà, il y a rien eu de vraiment notable dans un sens négatif. Je pense plus que, comme avec mon copain de l'époque, je pense plus qu'il pourrait être violent quand quelqu'un est violent avec nous. Et moi, il me fait plus peur sur ce côté-là. Je me dis, oulala, si vraiment quelqu'un s'en prend à nous, jusqu'où il pourrait aller ? Qu'est-ce qu'il serait capable de faire ? Mais on a la chance maintenant d'être bien entouré. Bon, maintenant, mon grand n'y prête plus attention, n'en parle plus. Mais je vois bien le bébé, des moments, il détourne le regard, et puis il rigole, ou il fait coucou, ou il dit bonjour. Et surtout que il commence à bien parler, et puis du coup lui il l'appelle monsieur. Voilà, il y a monsieur à la maison. Il a pas l'air inquiet, il a pas l'air stressé quoi, donc pourquoi je m'en ferais moi ? Je me dis, s'il a réussi à être un ami pour moi, pourquoi il pourrait pas être un ami pour eux aussi ? Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou, mixé par Dimitri Benamou, et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.